Bonjour tout le monde, bienvenue à cette activité d'Informagro dont le sujet aujourd'hui sera le prix de revient et l'inflation. Donc, on sera ensemble pour une durée approximative d'une heure avec M. Jacques Plante d'Involution. Je rappelle à tous que les activités Informagro sont une collaboration possible rendue possible grâce à Informaffaires et le réseau AgriConseil. On a plusieurs activités aussi qui sont encore prévues. La prochaine qui aura lieu le 19 mai sous le thème des crédits d'impôt à la R&D avec Stéphanie Claveau d'Agrinova. Donc, il est toujours possible d'aller s'inscrire aux différentes activités en consultant le site web du Créneau d'excellence agro-boréale. Je vous rappelle également que toutes les activités sont enregistrées et sont disponibles sur notre site web ainsi que sur le site d'Informaffaires. Pour la durée de la présentation, je vous invite à fermer vos micros et vos caméras. Si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans le chat. Il nous fera plaisir de les transmettre aux conférenciers. Donc, n'hésitez pas en tout temps là, à les mentionner, puis on pourra les traiter soit au fur et à mesure ou à la fin, là, selon M. Plante, selon la préférence de M. Plante. Donc, sans plus attendre, je vous cède la parole, M. Plante, pour que vous puissiez vous parler de ce sujet qui est très d'actualité. On s'entend qu'on ne parle que d'inflation, de tendance inflationniste, mais là, on parle ici d'hyperinflation. Donc, je vous laisse entretenir nos entrepreneurs d'ici et même d'ailleurs au Québec sur le sujet. Bonjour. Bien, merci pour l'invitation, Mme Rivard. Effectivement, l'inflation, écoutez, vous venez d'avoir attaché vos trucs, les gens, les amis, parce que l'inflation qui était galopante est en train d'entrer dans une phase d'hyperinflation. Alors, vous allez voir avec les chiffres de Statistique Canada, on n'en a pas fini avec cela. Il y a déjà tellement de problèmes pour les entreprises de pénurie de personnel, pénurie de matières premières ou de matériaux ou de pièces d'équipement. Mais maintenant, il va falloir ajouter l'hyperinflation. Alors, ça va être très difficile pour les prochains mois. Alors, là, est-ce que je dois faire quelque chose pour prendre l'écran? OK, je vais partager mon écran. Je vais vous présenter une présentation là-dessus. Je pense que je vais vous donner des solutions. En fait, vous allez voir, l'objectif de la présentation est présenté au tout début. Alors, j'y vais maintenant avec la présentation. Alors, ici. Alors, bonjour tout le monde. Alors, donc, mon nom est Jacques Plante. Le titre de la conférence est Prix de revient et hyperinflation. Alors, avant de commencer, je me suis aperçu que les gens ont beaucoup de difficultés lorsqu'on parle de milliards, de millions, de billions, de trilliards. Alors, je me suis dit, ça serait peut-être intéressant qu'on éclaircisse la chose ensemble au tout début. Alors, c'est bon, une façon facile de le voir. Si $1 vaut une seconde, alors 1 million, bien, ça dure 11 jours. OK, alors si $1 vaut une seconde, 1 million dure 11 jours. Maintenant, 1 milliard de dollars, ça dure 31 ans. Alors, toujours si $1 vaut une seconde, 1 milliard de dollars, ça dure 31 ans par rapport à 11 jours pour 1 million. Alors, vous voyez l'écart entre 1 million et 1 milliard, comment c'est important. Et puis, pour les gens qui ont des difficultés à comprendre ce que ça veut dire 31 ans, 31 ans, ça veut dire le temps pour que le Canadien gagne une Coupe Stanley. Est-ce que c'est plus clair? Alors, c'est la première diapo. Alors, je commence. Avant d'aller plus loin, je veux remercier sincèrement Ahmed Nassiri, un professeur au département des sciences comptables. En juin 2021, avec son groupe d'étudiants au MBA, ils ont accepté de visionner ma première prestation sur le sujet. Alors, ça a été très utile pour la suite des événements. Alors, ma carrière en résumé. On va prendre stylet. Alors, ma carrière, alors j'ai un bac en génie industriel, j'ai un MBA. En 2017, j'ai suivi un cours sur le management et le transfert des connaissances. Ma carrière, j'ai travaillé dans une usine de câbles téléphoniques, j'ai fait du génie conseil, donc justement, j'ai passé quelques mois à Alma dans les années 80. Alors, j'ai travaillé pour une usine pharmaceutique.
J'ai été conseiller aux entreprises manufacturières pour le gouvernement du Québec pendant plusieurs années. Et depuis maintenant 2017, j'anime des échanges sur le développement économique et le management. Alors, inflation en vue. En janvier 2022, l'inflation au Canada a dépassé 5 pour la première fois depuis septembre 1991. L'inflation a continué de s'accélérer au Canada alors que l'indice des prix à consommation a augmenté à 5,7 en février. Et puis, l'inflation a atteint 6,7 en mars au pays, du jamais vu depuis 31 ans. Alors, jusque-là, déjà, c'est ce qu'on appelle de l'inflation galopante. Hein? Elle ne se maintient pas, elle augmente continuellement. Mais là, on tombe dans une période d'hyperinflation. Je vais vous dire pourquoi. Alors, d'une année à l'autre, l'indice des prix des produits industriels a augmenté de 18,5 %. Alors, ça, l'indice des prix des produits industriels, c'est l'inflation qui s'en vient chez les consommateurs. Alors, c'est sa plus forte hausse depuis décembre 1974. Vous vous rappelez des années 70, l'hyperinflation des années 70, bien, on y va, l'inflation à 2 chiffres finalement. Là. On s'en va dans ce territoire-là. Alors, l'indice des prix des matières brutes maintenant, ça, les matières brutes, c'est ce que les industries achètent pour produire. Alors, il a progressé de 42,7 d'une année à l'autre. Alors donc, ça, c'est ce qui entre maintenant, c'est les augmentations qui entrent maintenant chez les industries, dans les industries. Bon, moi, j'ai parlé avec plusieurs entrepreneurs, plusieurs entreprises. Alors, on parle de 50 d'augmentation, 36 d'augmentation, 40 d'augmentation. Alors, effectivement, l'indice des matières brutes, là, c'est significatif. C'est ce qui s'en vient chez les industriels et ce qui va arriver éventuellement chez les consommateurs plus tard, partiellement, évidemment. Alors, le but de cette présentation, c'est quoi? C'est de démontrer comment refléter le comportement de l'inflation sur les prix de revient de l'entreprise et comment ajuster les prix de vente en conséquence. Une note, dans cette présentation, lorsque je parle de prix de revient, c'est la même chose que de parler de coût de revient. Ces deux termes veulent dire la même chose. Coût de revient, prix de revient, c'est la même chose. Alors, de l'ordre du prix de revient. La règle de l'ordre d'un bon système de prix de revient vise à refléter le plus possible le comportement des coûts d'une entreprise. Alors, la règle de l'ordre d'un bon système de prix de revient, c'est de refléter le comportement des coûts d'une entreprise. Alors, inflation en vue. Bon, d'où elle vient cette inflation-là? Ça a commencé au début par l'augmentation des dépenses personnelles. On a vu en 2020, à un moment donné, à peu près, c'est ici, environ 28 le taux d'épargne, c'est 28 des salaires gagnés étaient épargnés au milieu de l'année 2020. On avait pratiquement 28 des salaires qui étaient épargnés par les individus. Alors, ce qui a fait qu'on s'est ramassé avec une épargne excédentaire. Alors, si on regarde le Canada, en pourcentage du PIB, on a atteint presque 10 d'épargne excédentaire. Alors, 10 pour donner une idée, lorsqu'on a une croissance économique de 2 ou 3 du PIB, on va dire que c'est une bonne année, c'est une année de croissance. Imaginez, vous avez en banque tout d'un coup 10 du PIB qui déferle dans l'économie. Alors, c'est une pression inflationniste énorme. Par la suite, il y a eu l'injection de liquidité des gouvernements. Bien, ces injections de liquidité du gouvernement, je devrais rajouter, on parle de centaines de milliards de dollars qui ont été injectés dans l'économie. Ensuite de ça, on a eu des pénuries de matériel et de main-d'œuvre qui ont augmenté, c'est un facteur d'inflation. Puis finalement, hein, lorsque l'inflation commence à s'installer, bien, le prix des matières premières augmente rapidement. On peut voir ici, déjà en 2020, le prix du cuivre déjà qui commençait à augmenter fortement. On avait en 2021 le prix du fer qui augmentait fortement. Et finalement, l'hyperinflation en vue, bien, avec l'Ukraine, alors qu'est-ce qu'on voit maintenant avec la guerre en Ukraine? Bien, on voit
de l'hyperinflation. Alors, qu'est-ce que c'est de l'hyperinflation? L'hyperinflation, c'est en économie une forme atypique d'inflation qui se manifeste par une hausse extrêmement rapide des prix. Alors, je vous donne des exemples. Alors, le 7 mars 2022, le prix du pétrole avait monté à 130 $, le baril, le Brent. Bon, j'ai regardé hier soir, c'était 110 $, ça a baissé un peu depuis. Mais vous avez le cours de l'aluminium. Dans votre coin, on en fabrique de l'aluminium. Bien, écoutez, le cours de l'aluminium par tonne, hein, c'est pratiquement une ligne droite vers le ciel. Si vous regardez le nickel, il a pris 180 % en 2 jours. Ça, c'est l'hyperinflation. Et si on regarde le cours du blé, il a augmenté de 72 % en 10 jours. Puis si un produit essentiel, c'est bien le blé, alors on voit le cours du blé, hein, une droite. C'est une droite vers le ciel, complètement. Alors ça, c'est l'hyperinflation. Alors, comment on peut regarder l'environnement des entreprises avec cette inflation? Alors, j'ai décidé d'utiliser un tableau force, faiblesse, opportunité, menace. Alors, on va regarder ce que l'inflation induit dans nos entreprises. Alors, bon, c'est sûr que les faiblesses induites par l'inflation, ça va commencer par l'augmentation de certains coûts. Le prix de revient, si une entreprise utilise un système de prix de revient, il devient obsolescent. Et puis, elle peut se ramasser avec des problèmes de profitabilité. Alors, c'est le type de faiblesses qui sont induites par l'inflation. Maintenant, quelle force qu'elle doit développer, quelle force nos entreprises doivent développer pour faire face à cette inflation? Alors, on va parler de la capacité de faire de la réduflation. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent l'expression réduflation. Alors, réduflation, ça veut dire réduire la quantité dans un contenant. Alors, vous allez acheter, par exemple, un sac de chips, et puis le sac va être de la même grosseur, mais il va y avoir moins de chips dedans pour maintenir le même prix. Ça peut être un pot aussi. Le pot contient moins de quantité, tout simplement. La deuxième force à développer, c'est la capacité de faire de la cheapflation. OK, de la cheapflation. Qu'est-ce que c'est de la cheapflation? La cheapflation, c'est de réduire la qualité des ingrédients dans le produit. Alors, c'est de mettre des ingrédients qui sont de moins bonne qualité pour réduire les coûts et maintenir le même prix de vente. Et puis, les forces à développer, c'est de faire fonctionner le système de prix de revient. Si vous n'en avez pas un, c'est peut-être le temps d'y penser, d'installer un système de prix de revient pour être capable de suivre ce qui se passe. Évidemment, il va falloir créer un plan d'ajustement des prix de vente. Alors, c'est des forces qu'on doit développer en inflation. Évidemment, il y a des opportunités. C'est possible qu'en augmentant les prix, vous ayez une augmentation de votre rentabilité. Ça peut être intéressant. Et puis, bien évidemment, il y a peut-être des compétiteurs qui vont se ramasser dans des problèmes. Et puis, peut-être que ça va être l'occasion, si votre bilan est sain, si l'entreprise est solide, d'acheter des compétiteurs. Évidemment, les menaces, mais moi, j'en vois 4. Alors, la première, c'est qu'une hausse des prix de vente nuise à l'image d'entreprise. Hein? Si votre entreprise augmente ses prix de vente et que les compétiteurs ne le font pas, alors ça vous donne une mauvaise réputation. Deuxième chose, qu'est-ce qui peut arriver, c'est que les coûts d'opération augmentent plus rapidement que la hausse des prix de vente. Alors, vous êtes dans le trouble parce qu'éventuellement, vous allez commencer à développer des pertes. La troisième menace, c'est qu'une hausse importante des taux d'intérêt survienne. Bon, on a vu hier la Fed aux États-Unis qui a augmenté de 0,5 %. Au Canada, c'est la même chose. Alors, on s'en va vers une hausse forte des taux d'intérêt pour juguler cette inflation-là. Et l'autre problème, c'est que de gros clients refusent votre augmentation de prix. Alors ça m'a été reporté. C'est le problème le plus important présentement, je dirais. La plupart des PME manufacturières se voient refuser des augmentations par leurs plus gros clients. Alors, quand on parle de gros clients, c'est des grandes chaînes d'alimentation, c'est Walmart, par exemple, c'est ces entreprises-là qui souvent je parlais avec une entreprise, ses coûts de production ont augmenté de 36 %.
Et puis, il est un fournisseur, on ne va pas nommer l'entreprise, on va dire que c'est Walmart, pour ne pas le nommer, mais il refuse une augmentation qui dépasse 5 Alors, le type, c'est un de ses plus gros clients. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Sa décision n'était pas prise encore dans ce qu'on s'est parlé. Alors, de l'importance de comprendre ses états financiers. Alors, c'est important à ce moment-ci de bien comprendre ses états financiers. Comprenez-vous vraiment les états financiers de votre organisation? Sinon, c'est peut-être le moment d'aller vous asseoir avec votre comptable externe. Votre comptable externe, puis prendre quelques heures avec lui, puis lui demander de regarder avec vous et vous assuriez que vous compreniez bien vos états financiers. C'est la bonne méthode. Il faut savoir qu'est-ce que vos états financiers disent exactement. Faites-vous un budget. Alors, si vous n'en faites pas, c'est peut-être le moment de penser à en faire un. Avez-vous un système de prix de revient en place? On va voir, je vais vous donner 10 arguments pour en implanter un. 10 arguments pour implanter un système de prix de revient. Alors, avez-vous un système de prix de revient? Si vous n'en avez pas, c'est peut-être le bon moment d'y penser. Alors, je vous donne 10 arguments pour implanter un système de prix de revient. Le premier, un système de prix de revient permet de préparer un budget qui est plus réaliste. Il est plus facile de comprendre les comportements des coûts avec un tel système. Quand vous avez un système de prix de revient, vous êtes plus en mesure de comprendre le comportement de vos coûts. Il permet de prendre de meilleures décisions et d'améliorer la rentabilité. Les 3 autres facteurs, ils vont ensemble. Ils vont ensemble, ces 3 autres facteurs-là. Alors, pour un entrepreneur, bien souvent, son entreprise, c'est son fonds de pension. Alors, un jour, il faudra bien vendre votre entreprise pour vous assurer de votre fonds de pension. Alors, un système de prix de revient, c'est une bonne pratique qui donne confiance à un acheteur éventuel d'entreprise. Lorsqu'il voit un système de prix de revient en place, ça donne confiance à un acheteur éventuel. Le nouveau propriétaire est en mesure de préparer son budget pro forma pour l'achat d'entreprise, de mieux le préparer. Pourquoi? Parce que souvent, un acquéreur d'entreprise, il n'achète pas l'ensemble de la gamme de vos produits. Souvent, il va acheter votre entreprise, mais il y a des gammes de produits qui ne l'intéressent pas. Alors, avec un système de prix de revient, il est capable de choisir exactement ce qu'il veut conserver et faire un budget pro forma qui va lui permettre de mieux juger de la rentabilité de ce qu'il veut faire. Et puis, un système de prix de revient, finalement, mais ça augmente la confiance des intervenants financiers dans une transaction d'achat d'entreprise, parce que l'acquéreur de l'entreprise, de votre entreprise, l'acquéreur, il va avoir besoin de se faire financer. Alors, c'est des institutions financières qui vont financer l'acquisition de votre entreprise. Alors, si un système de prix de revient en place, ça augmente la confiance des intervenants financiers qui vont être plus positifs. La plupart des logiciels comptables ont des modules qui facilitent grandement l'implantation d'un système de prix de revient. Alors, si vous avez un logiciel comptable en place, bien, souvent, c'est facile d'obtenir un module qui va vous aider à implanter un système de prix de revient. Si l'implantation d'un système de prix de revient peut rebuter, son maintien par la suite est beaucoup moins exigeant. Alors, il y a un gros effort à faire au début pour l'implanter, mais par la suite, ça roule tout seul. C'est beaucoup moins exigeant. Les systèmes de prix de revient sont connus depuis des années. Les experts pour en faciliter l'implantation sont nombreux. Vous cherchez un expert, vous n'en trouvez pas un. Alors, c'est simple. Vous allez voir votre conseiller chez Investissement Québec ou chez le OMEI ou vous allez voir tout simplement votre comptable. Votre comptable externe, et puis il connaît certainement un expert qui est capable de vous aider à implanter un système de prix de revient chez vous si vous trouvez que c'est trop compliqué. Et puis finalement, il y a plusieurs types de systèmes de prix de revient. Et on va les voir tout à l'heure, on peut les regrouper en 5 catégories, mais il y en a sûrement un qui convient à votre modèle d'affaires. Et ça, vous allez dire, ce système de prix de revient-là ne me convient pas. Oui, mais il y en a 4 autres types de systèmes. Il y en a certainement un qui convient à votre type d'entreprise. Alors, de l'importance de comprendre son système. Mais si vous avez un système de prix de revient ou lorsqu'un système de prix de revient est implanté chez vous, c'est important de le comprendre. Alors, vous avez un système de prix de revient en place. Comprenez-vous comment les prix de revient sont calculés? C'est important. Êtes-vous capable d'identifier le comportement des coûts de votre système de prix de revient?
C'est important de garder ça en tête. Alors, il y a 5 méthodes de calcul du prix de revient. Bon, une méthode qui est bien populaire présentement, c'est le système ABC, Activity Based Costing, ou ce qu'on appelle la méthode des coûts par activité. Bon, cette méthode-là, on la voit, par exemple, lorsque la main-d'œuvre, les coûts directs sont bas, lorsque c'est surtout les coûts indirects qui sont importants. Alors, les coûts indirects, c'est quoi? C'est la bâtisse, le chauffage, l'électricité, le marketing. Alors, souvent, par exemple, un entrepôt, une entreprise de distribution, elle va utiliser la méthode ABC parce que c'est surtout des coûts indirects, c'est de l'immobilier, c'est du chauffage, de la ventilation. Alors, c'est des coûts indirects surtout. Alors, la méthode ABC va être beaucoup utilisée dans les entreprises qui ont des entrepôts importants, là, des distributeurs surtout. La méthode des coûts complets, mais ça, c'est la méthode typique, c'est la méthode de base. C'est si vous achetez un logiciel type SAP, par exemple, mais le SAP, si vous changez aucun paramètre, vous démarrez avec une méthode de coût complet. Alors, c'est la méthode la plus usuelle. Maintenant, il y a la méthode des coûts variables. C'est celle que je vais utiliser parce que ça va nous permettre de mieux voir le comportement des coûts tout à l'heure. Alors, la méthode des coûts variables, on va en parler tout à l'heure. Vous allez voir ce que c'est. Il y a la méthode des coûts spécifiques. Quand la méthode des coûts spécifiques, vous lancez une nouvelle gamme de produits, vous voulez suivre les coûts spécifiquement de cette gamme de produits-là, alors vous allez utiliser cette méthode-là. Et puis, il y a la méthode du coût marginal que je recommandais jamais avant, mais que là, j'ai tendance, ça fait une entreprise avec laquelle je discutais, elle avait un système de prix de revient en place. C'est une entrepreneur, c'est une dame. Et puis, elle utilisait la moyenne des coûts de l'an passé pour calculer son coût de revient. Elle faisait la moyenne des coûts de l'an passé comme coût de revient. Et puis, elle me dit que tous ces coûts de ces ingrédients principaux ont augmenté de 50 %. Alors là, on s'est mis d'accord. Je pense que la méthode du coût marginal, c'était la méthode qui devait lui convenir. La méthode du coût marginal, c'est quoi? C'est d'utiliser le dernier coût comme coût de revient. Alors, le dernier prix que vous avez payé pour une matière première, ça devient votre coût de revient. Surtout là, si vous avez une inflation forte sur vos matières premières de l'ordre de 50 % ou de 40 ou 30 % même. Alors, c'est peut-être le temps de changer votre façon de faire votre coût de revient puis de prendre le dernier coût pour évaluer votre coût de revient. Alors, la méthode des coûts variables, ça a l'air de quoi? Alors, ici, on voit une entreprise manufacturière, puis on a l'évaluation des résultats d'exploitation ici. Alors, alors ça commence par les ventes ici. Alors, on a les ventes, vous faites votre budget, vous avez les ventes, puis vous mettez vos coûts variables ici. Les coûts variables, c'est quoi? C'est les matières premières, c'est la main-d'œuvre directe, les coûts, les frais directs. Alors, les coûts variables, c'est quoi? C'est les coûts qui varient avec le volume d'activité. Un coût variable, plus vous en consommez, plus les coûts montent. Alors, en matière première, plus vous en consommez, plus que les coûts montent dans votre entreprise. Ça nous donne ce qu'on appelle une contribution marginale ou ce que les comptables, des fois, vont appeler une marge. Une marge aussi. Alors, ce n'est pas un profit brut. C'est habituellement, dans vos états financiers, vous allez voir l'expression profit brut. Alors ici, non, c'est une contribution marginale. Ce n'est pas un profit brut. Et puis, vous regroupez tous les coûts fixes. Alors, c'est des coûts qui ne varient pas avec le volume d'activité. Tous les coûts fixes, vous les regroupez là pour obtenir en bas, si vous voulez, votre résultat net. Bon, en passant, quelle que soit la méthode de coût de revient que vous utilisez, les 5 méthodes qu'on a vues tout à l'heure, le résultat net, c'est toujours la même chose. Le profit, vous ne ferez pas plus d'argent avec une méthode qu'une autre. Si vous avez des pertes de budgété, c'est les mêmes pertes que vous allez voir avec chaque système de prix de revient que vous utiliserez. Ça va jusque-là? Alors, je continue. Alors, la méthode des coûts variables. Alors, on se pose 2 questions avec cette méthode-là. Les coûts ont-ils un comportement lié au volume d'activité ou un comportement lié plutôt à des frais fixes? Alors, lorsqu'un coût et un comportement est lié au volume d'activité, attendez une seconde, on va juste... Oups. On va changer la couleur de ça ici. Alors, ici, vous avez les coûts, et ici, vous avez le volume.
Alors, on voit que c'est une droite. Alors, un coût variable, ça fonctionne comme ça. Maintenant, si vous avez un peu d'inflation, votre courbe, elle commence à prendre une pente. Parce que plus ça va, plus vos produits coûtent cher. Alors, vous vous ramassez avec un début d'exponentielle. Maintenant, si vous êtes maintenant en hyperinflation sur certains coûts, bien, un coût en hyperinflation, écoutez, ça devient pratiquement une ligne droite ici, on le voit là. Un coût en hyperinflation, ça vous fait une exponentielle qui est très aiguë. Maintenant, un comportement lié à un frais fixe, ça a l'air de ça. Alors, un frais fixe, habituellement, c'est une barre horizontale. Oups. C'est une barre horizontale, tout simplement. Les coûts ne varient pas avec le volume. Si vous avez un peu d'inflation, bien là, vous allez commencer à voir apparaître un escalier. Alors, si vos coûts fixes sont affectés par l'inflation, bien, vous allez voir tranquillement que les coûts augmentent progressivement. Un instant. Bon. Et puis maintenant, en hyperinflation, alors qu'est-ce que vous avez là? Vos coûts ici, le volume. Alors, vous avez un escalier avec des très courtes marches, mais qui monte très rapidement. Alors, en hyperinflation, vous n'avez plus d'escalier. Vous avez pratiquement une droite. Alors, c'est en hyperinflation, vos coûts fixes deviennent pratiquement des coûts variables. C'est l'équivalent d'avoir des coûts variables en hyperinflation. Si vous avez un coût fixe qui est en hyperinflation, vous allez avoir un coût fixe qui va ressembler à ça. Alors, prix de revient standard, prix de revient réel, c'est une notion importante à se souvenir. Le prix de revient utilisé pour faire le budget, c'est ce qu'on appelle le prix standard. C'est le prix qu'on estime au début de l'année. Une inflation importante, ça impacte le prix de revient réel. Lorsque vous avez une inflation importante, ce n'est pas le prix standard qui change, c'est le prix de revient réel. D'où l'importance de bien analyser les écarts de coûts. La différence entre un prix réel et un prix standard, c'est très important de l'analyser. Des écarts importants peuvent obliger l'entreprise à réviser le prix de revient standard et peut-être même son budget d'exploitation. Alors, gérer une hyperinflation, c'est quoi? C'est tenir compte des pénuries de main-d'œuvre, c'est tenir compte des pénuries matérielles, ce n'est pas gouverner, prévoir, c'est vivre avec l'incertitude, c'est un management fondé sur le court terme et l'imprévu. En fait, c'est la gestion de l'imprévu. S'impose alors ce que j'appelle une boucle de rétroaction. Alors, une boucle de rétroaction, c'est quoi? Alors, une boucle de rétroaction, c'est pour permettre d'identifier l'origine des écarts, l'ampleur des écarts et leur comportement. Ont-ils un comportement lié au volume d'activité ou un comportement plutôt lié à des frais fixes? Alors, on va en faire une ensemble, une boucle de rétroaction. OK, ça pourrait se faire dans une journée, mais habituellement, les entreprises ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper de leur prix de revient. Alors, la boucle de rétroaction, faire une boucle de rétroaction, on peut mettre ça sur une semaine, mettons, normalement, là, où le lundi, on va repérer quoi? Repérer où est-ce qu'on a des importations, des augmentations importantes de coûts. On ne s'attaquera pas à des coûts qui n'ont pas augmenté. On va identifier clairement qu'est-ce qui se passe. Je vais vous donner des exemples, par exemple, des exemples là, de coûts. Ensuite de ça, on doit faire une analyse. Puis par la suite, on doit actualiser ça. Actualiser ça, on va voir comment. Alors, par exemple, le repérage. Bon, dans une entreprise de certaine taille, on va faire une réunion de l'équipe aux achats pour regarder quel achat a augmenté de façon importante. Mais souvent, dans une PME, ça va être l'acheteur. L'équipe aux achats, c'est l'acheteur qui va réviser les coûts importants qui sont survenus. Dans les opérations, bien, il va y avoir une réunion des responsables des opérations dans une grande entreprise, mais dans une PME, bien, c'est le directeur de production qui va analyser ce qui se passe au niveau des coûts.
Et puis, évidemment, dans une PME, ça va être le contrôleur ou dans une grande entreprise, ça va être le responsable des finances qui va examiner ce qui se passe au niveau des finances. Alors, aux achats, alors ce qu'on va chercher, c'est les achats où il y a un impact important. On se fout des autres impacts. La même chose pour les opérations. On va chercher à voir où les impacts sont importants. Et la même chose pour les responsables des finances. Est-ce que les coûts d'emprunt augmentent significativement? Et on va voir des exemples. Par exemple, les achats, le coût unitaire des produits achetés. En opération, bien, ça peut être les coûts de main-d'œuvre directe, les coûts de transport, ça peut être les coûts de location. Si vous louez un équipement et puis que votre locataire augmente les prix de location tous les mois, bien, vous avez peut-être des problèmes. Et puis, évidemment, souvent, nos inventaires sont supportés par une marge de crédit bancaire. On était bien jusqu'à maintenant avec des taux d'intérêt ridiculement bas. Alors, si les banques centrales continuent à augmenter les taux d'intérêt, bien, ça va devenir de plus en plus cher pour maintenir des inventaires. Alors, l'analyse, c'est quoi? Bon, la question à se poser, est-ce qu'on réévalue le prix de revient? Est-ce qu'on doit reviser ce qu'on a déjà mis dans notre système comme prix de revient? Est-ce qu'on doit ajuster le prix de vente? Est-ce qu'on doit changer nos prix de vente? Est-ce qu'on doit refléter ce qui se passe? Ou peut-être refaire le budget d'exploitation. Alors, s'il y a trop des changements importants, peut-être que ce serait le bon moment de refaire notre budget pour voir où on s'en va réellement. Alors, on regarde notre tableau de tout à l'heure. Alors, on voit des écarts, par exemple, ici, attendez un peu. Ici, on voit un écart de 709 000. Alors, 700 000 sur un coût de 1 700 000, c'est beaucoup. Alors, c'est certain qu'on va essayer d'analyser l'écart, voir ce qui se passe. Mais là, on s'aperçoit finalement que l'écart, il provient de meilleures ventes que prévu. Alors, c'est un beau problème. Alors, l'écart est positif ici. Alors, on s'aperçoit que finalement, dans ce cas-ci, c'est un écart d'augmentation des ventes. Alors, tout va bien. Alors, il n'y a pas de problème. Bon, ajuster les prix, mais attention aux décisions hâtives. Hein? La première question à se poser, avez-vous une politique de fixation de vos prix de vente? Avez-vous une politique? On va voir quel type de politique vous pouvez utiliser. Est-ce que la politique actuelle est toujours appropriée? Si vous en avez une politique, est-ce que votre politique est toujours appropriée? Sinon, quelle politique vous semble la plus appropriée? Quelle politique vous semble la plus appropriée? Ajuster les prix, mais attention aux décisions hâtives. Il y a, si vous voulez, bon, si vous parlez avec un expert en marketing, il va vous dire qu'il y a 7 ou 8 types de politiques. Mais moi, j'ai résumé ça c'est pas un cours de marketing, c'est une présentation sur le prix de revient. Alors, j'ai résumé ça en 3 types de politiques. Et le premier type de politique, alors, c'est ce qu'on appelle l'écrémage. L'écrémage, c'est quoi? C'est se donner une image haut de gamme et pour amortir au plus vite les frais fixes lors d'un lancement. OK? Ça, c'est l'écrémage. L'alignement, c'est quoi? C'est rechercher la différenciation par d'autres moyens que le prix, ne pas cesser de distancer. La pénétration, c'est quoi? Pénétration ou la protection, c'est soit gagner des parts de marché, soit protéger des parts de marché, ou soit pénétrer un nouveau marché ou vendre en volume. Alors, on va couper les prix pour vendre en volume. Alors ça consiste à quoi, l'écrémage? Bien, l'écrémage, ça consiste à pratiquer des prix plus élevés. L'écrémage, ça consiste à pratiquer des prix plus élevés. L'alignement, c'est quoi? Ça consiste à suivre les prix du principal concurrent ou à suivre le prix du marché. Et c'est ça, l'alignement. Et puis, la pénétration ou la protection consiste à pratiquer des prix plus bas que la concurrence.
Alors, on pratique à ce moment-là des prix plus bas que la concurrence. Pour gagner des parts de marché, alors on est très agressif, on coupe les prix. Ou pour protéger les parts de marché, vous avez un nouveau concurrent qui apparaît dans votre territoire. Alors, vous coupez les prix pour lui bloquer le chemin. Alors, la plupart des entreprises, là, vous devez me croire, ça fait peut-être, j'ai parcouru le Québec, j'ai visité des entreprises manufacturières, surtout pendant 40 ans. La plupart des entreprises, ils suivent une politique d'alignement. La plupart d'entreprises, la plupart, pas tous, mais la plupart d'entreprises. Alors, ils suivent donc les prix du principal concurrent ou ils suivent les prix du marché. Alors, la technique dans ces cas-là, c'est quoi? C'est de rechercher la différenciation par d'autres moyens que le prix et de ne pas se laisser distancer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors, rechercher la différenciation comment? Alors, soit en ajustant la qualité, vous vous arrangez pour avoir une qualité qui, vous avez le même prix, mais une qualité qui est meilleure que les autres, par exemple. Ou vous améliorez les délais. Vous avez un produit, vous êtes le même prix que les autres, mais vous le livrez dans 24 heures au lieu dans 48 heures. Ou vous améliorez le service. Alors, vous avez un préposé au téléphone qui est là 24/7, qui répond, qui est sur votre site web, qui chatte 24/7, qui est toujours disponible pour donner des informations à quelqu'un qui veut en savoir plus. Ou en ajustant la commercialisation, ou vous faites des promotions coop, par exemple, avec des distributeurs, etc. Alors, vous ajustez votre commercialisation pour qu'elle soit différente des autres, qu'elle soit plus intuitive, là, plus intéressante, plus provocante. Ou vous recherchez un nouveau fournisseur. Hein? C'est une façon là, de se différencier. Vous trouvez un fournisseur différent des autres fournisseurs que vos compétiteurs ont. Puis ce fournisseur-là a peut-être un élément qui fait que votre produit est meilleur, est différent, ou une fonctionnalité de plus, un gadget. Vous avez un couteau, vous achetez votre couteau chez un Suisse, puis il y a une paire de ciseaux dans votre couteau suisse que les autres n'ont pas. Hein? Vous avez un nouveau fournisseur qui vous permet de vendre un produit qui est plus intéressant. Alors, on va prendre un exemple. Vous décidez, par exemple, de vous différencier par de la qualité. Alors, la première question à se poser, est-ce que la qualité des compétiteurs est supérieure? Si oui, alors pouvez-vous facilement améliorer la vôtre? Pouvez-vous être meilleur qu'eux pour avoir une qualité qui est supérieure à vos compétiteurs? Pouvez-vous vous démarquer avec votre niveau de qualité? Est-ce qu'elle vous démarque? Est-ce que la qualité de vos produits est perçue facilement par la clientèle? Alors là, ici, perçue facilement, ça veut dire que si les gens ne la voient pas facilement, ça prend beaucoup de marketing, de publicité, de promotion, d'explication, de services après-vente. Il faut que les gens comprennent que la qualité est meilleure que les autres. Il faut qu'ils l'aperçoivent. C'est très important. Oups, avant d'aller plus loin. Alors, c'est la même chose que ce soit pour les délais. C'est les mêmes questions. Hein? Est-ce que vos délais sont supérieurs aux autres? Est-ce que vous pouvez améliorer votre délai? Est-ce que vous pouvez améliorer votre niveau de délai? Est-ce que votre délai est perçu, la rapidité de votre service est perçue facilement? Alors, c'est la même chose que les services, avec le service après-vente, tout ça, c'est toujours les mêmes questions. Vous vous comparez aux autres parce que vous pouvez faire mieux que les autres sur une façon de faire qui vous différencie par rapport au prix de vente, qui est égal à tout le monde. Alors maintenant, ça, c'est un problème qui est très courant présentement. On me le rapporte partout. Tout le monde se plaint de ça. Probablement, vous avez des problèmes avec ça vous-même. Un gros client refuse votre augmentation de prix. Que faire? Est-ce que c'est possible d'ouvrir les micros quelques secondes, Madame Rivard, pour obtenir un peu de participation des gens? Alors, ma question, c'est, je reviens, un gros client refuse votre augmentation de prix. Que pouvez-vous faire?
à part chercher un autre client. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre une chance de dire quelque chose? Si les gens veulent réagir, ils peuvent lever la main là, pour que vous puissiez leur donner le droit de parole. Oh, attendez un peu. Donc, il faudrait que je sorte de là, hein? Attendez un peu. Pas du tout, c'est pas nécessaire. C'est les gens qui vont je lever la main, reviendrai. puis on va le voir, là, les gens qui lèvent la main. Mais, OK. Bonjour, Mme Tremblay. Tremblay-Forêt, oui. Ah oui, bonjour. Je ne savais pas que j'avais levé la main, mais je peux répondre. Dans le fond, nous, quand on annonce une augmentation de prix, on essaie vraiment d'avoir une justification. On est allé avec des articles de journaux qui expliquaient l'augmentation d'une telle matière première. Où on essaie que ça ne soit pas juste lancé dans le vide, puis de mettre la chair autour pour un peu être dans la justification. C'est une excellente méthode, madame. Exactement. C'est ce qu'il faut faire. Souvent, les gens vont prendre la facture de leur fournisseur. Ça ne marche pas. Si vous arrivez avec la facture d'un de vos fournisseurs et vous la montrez à votre client, il ne vous croira pas. Ça ne marche pas. C'est des statistiques, des faits, des statistiques qui viennent d'un journal, par exemple d'une revue. C'est très bon. Ou si vous faites partie d'une association, par exemple, vous êtes un fabricant de chaussures, puis vous allez voir l'association des fabricants de chaussures, puis vous leur demandez si on a des statistiques sur l'augmentation des prix du cuir, par exemple. Mais là, à ce moment-là, oui, vous avez une statistique officielle qui vient de Statistique Canada ou d'un organisme une association, là. Alors, c'est beaucoup plus vendeur, c'est beaucoup plus rationnel comme explication. Oui, oui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres solutions? Non. Alors, je vais revenir à la présentation à ce moment-là. Un instant. Attendez un peu. Alors, les solutions, hein? Bon, la première question, la première chose à faire, est-ce que votre entreprise utilise sa propre marque de commerce? OK. Est-ce que votre entreprise utilise sa propre marque de commerce? Parce que si vous avez votre propre marque de commerce, vous pouvez faire de la promotion sur votre marque de commerce. Est-ce que cette marque de commerce est-elle forte? Êtes-vous capable si elle n'est pas forte, êtes-vous capable de la renforcer chez les clients? Est-ce que vous pouvez, par exemple, on a vu dernièrement un exemple que tout le monde a entendu parler, Lay's qui était qui s'entendait pas sur ses prix de vente avec Loblaws. Et puis, à tel point qu'à un moment donné, Lay's a décidé de refuser de vendre ses produits à Loblaws. Ça a duré 2 semaines peut-être environ, mais Loblaws a fini par flancher parce que les clients, ils en veulent des chips Lay's. Alors, c'est la méthode la plus efficace, si on veut, pour être sûr de pouvoir imposer vos prix de vente, c'est d'avoir une marque de commerce qui est forte. Maintenant, si vous fabriquez en sous-traitance la marque de votre client, mais vous êtes mal pris. Vous êtes bien mal pris parce que, je parlais avec quelqu'un, parce que je dois nommer, un fournisseur, j'y vais là, parce que j'identifie personne, grosso modo, là, une entreprise qui fournissait sous la marque George pour Walmart. Bon, la marque George. Bon, ces produits, ils n'ont pas ils fabriquent ses propres produits, mais ils fabriquent sous la marque du distributeur. Mais ça pourrait être la même chose avec un produit irrésistible, par exemple, pour IGA, ou un produit du président pour Maxi, par exemple. Là. Alors, si vous fabriquez sous la marque de votre client, alors, là, c'est très difficile le type, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais écoutez, vous ne voulez pas me vendre à ce prix-là, moi, je vais me chercher un autre client, puis j'ai un autre fournisseur. Je veux dire, il va dire, je vais me chercher un autre fournisseur. Et puis, écoutez, un autre fournisseur qui, pour un gros client, il est peut-être prêt à perdre de l'argent pendant un petit bout de temps pour avoir ce client-là. Puis souvent, même, peut-être que votre client ne trouvera pas un meilleur prix, mais par orgueil, il va prendre un autre fournisseur tout simplement pour vous donner une leçon de ne pas avoir respecté ses prix d'achat. Alors, être sous-traitant de la marque de votre client, assurez-vous quand vous faites ça que ça ne représente pas 50% de vos produits, là, de vos ventes.
assurez-vous, si vous utilisez la marque de votre client, que ça représente 10-20 maximum. Alors, mais là, ce que Madame vient de nous dire tout à l'heure, utiliser des faits prouvant l'inflation de vos coûts, comme je le disais tout à l'heure, des faits prouvant, des faits, c'est pas les factures de vos fournisseurs, ça, c'est pas quelque chose que les gens acceptent comme argument. Il faut aller, comme je le disais tout à l'heure, chercher des statistiques à Statistique Canada ou dans des associations de fabricants. Alors là, eux, ils ont des statistiques. Alors, vous allez les chercher là. Alors ça, c'est des faits rationnels qui donnent du poids à vos arguments. Et utilisez des statistiques de sources sûres, des sources là qui sont généralement bien reconnues. Et évidemment, en dernier recours, et il ne veut rien entendre, bien, est-ce que vous pouvez remplacer ce client? C'est la dernière chose à faire. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire faillite pour un client, là. Il faut trouver d'autres solutions. Alors, résultat, vous savez maintenant comment refléter le comportement de l'inflation sur le système de prix de revient de votre entreprise et comment ajuster les prix de vente en conséquence. Et vous savez maintenant comment refléter le comportement de l'inflation sur le système de prix de revient de votre entreprise et comment ajuster le prix de vente en conséquence. Le prix de revient, c'est important. De plus en plus, les gens se tourneront vers les dirigeants d'entreprises pour faire face à cette inflation qui est en train de se transformer en hyperinflation comme dans les années 70. Moi, j'ai connu les années 70. J'étais étudiant à ce moment-là. Je travaillais les fins de semaine dans un commerce. Puis je me souviens, à l'époque, on mettait des étiquettes sur les produits pour indiquer le prix, une étiquette avec le prix sur les produits. Je me souviens, on avait des produits qui avaient quelquefois là, 5 étiquettes collées une par-dessus l'autre. On changeait les prix tous les semaines à un moment donné. C'était complètement fou. Alors, on semble se diriger vers une inflation de cet ordre-là. C'est vers ça qu'on s'en va, là. Alors, depuis longtemps, depuis les années 70, finalement, depuis longtemps, jamais l'avenir de votre entreprise n'aura dépendu d'un aussi petit nombre d'individus. Alors, depuis longtemps, jamais l'avenir de votre entreprise n'aura dépendu d'un aussi petit nombre d'individus, c'est-à-dire de vous. Vous qui écoutez cette présentation, c'est vous qui allez faire la différence. C'est vous qui devrez prendre la bonne décision. Et elle ne sera pas facile à prendre, vous allez voir. Alors, je vous souhaite bonne chance parce que vous avez vraiment du pain sur la planche. Et sur ça, je vous remercie à tous d'avoir pris part à cette activité. Je remercie en particulier M. Plante d'avoir partagé avec nous votre expertise. Puis j'invite les gens à aller continuer de s'informer sur la question donc de l'inflation, comment ça va affecter et continuer d'affecter votre entreprise. Je vous invite aussi à constamment établir des stratégies pour être capable de vous adapter à cette réalité-là, qui en est une parmi d'autres. On s'entend que là, on parle d'inflation, mais c'est interrelié avec d'autres enjeux, dont le phénomène de rareté de main-d'œuvre, vous l'avez nommé M. Plante. Donc, tout ça est bien entendu interrelié. C'est des éléments qu'on parle de menaces sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle, qui sont des éléments externes à votre entreprise, mais qui ont un impact négatif sur celle-ci. Donc, c'est quand même important de continuer d'en être conscient. Même si on n'a pas le contrôle, ce que vous avez comme contrôle, c'est sur ce que vous pouvez faire en réaction à ces éléments-là. Donc, n'hésitez pas aussi à faire appel aux intervenants qui sont dans le milieu, qui peuvent réfléchir avec vous, trouver des solutions avec vous, vous appuyer dans la mise en place de ces solutions-là. Il y a énormément de ressources qui sont disponibles, en particulier dans le secteur agroalimentaire. Donc, n'hésitez pas. Je vous invite aussi à aller voir les prochaines activités, dont la prochaine est le 19 mai, avec les gens d'AgriNova qui vont nous parler des crédits d'impôt à la R&D. Donc, c'est justement une façon des fois de venir diminuer ses coûts au niveau de l'innovation, c'en est une façon. Puis en plus, il y a de beaux leviers financiers qui vous encouragent à innover. Donc, on va en savoir un petit peu plus à ce sujet-là lors du 19 mai. Sur ça, je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée à tous.